de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un invité de grande qualité puisqu'il s'agit du directeur de l'association Soutien Dordogne, qui est une des plus grandes associations du département, plus grandes associations de lutte contre toutes les formes d'exclusion sociale. Jean-Louis Rénal a accepté de nous parler de cette association qu'il dirige depuis 25 ans, et de toutes les activités qu'elle pratique au service des exclus. Jean-Louis, bonjour, merci d'avoir accepté de parler pour RLP. Vous êtes le directeur de l'ASD depuis 25 ans. Auparavant, que faisiez-vous ? Bonjour, alors, avant j'étais ce qu'on appelle travailleur social, c'est-à-dire que je m'occupais, j'accompagnais les personnes en difficulté dans un petit centre d'hébergement. Et c'est à partir donc de ces fonctions de travailleur social que j'ai été conduit à aller vers des responsabilités d'abord de chef de service et ensuite de directeur de l'association ASD. Dans ce qui était déjà l'ASD ou dans ce qui est devenu l'ASD ? Puisque quand on regarde le site de l'ASD, on apprend que elle fonctionne depuis 1974, c'est-à-dire depuis près d'un demi-siècle. Tout à fait. Alors c'est une association qui s'est créée en 1974 à l'initiative d'un groupe de visiteurs de prison, avec le concours d'un juge d'application des peines qui voulait répondre aux besoins de réinsertion des détenus libérés. Et très rapidement, ce groupe de visiteurs de prison s'est adjoint les services de 2 salariés. Et au fur et à mesure que l'association s'est professionnalisée, bénévoles et salariés se sont rendus compte que les besoins d'insertion rencontrés par les détenus libérés étaient assez similaires aux besoins que pouvaient rencontrer d'autres personnes en difficulté sociale, en situation de précarité, que ce soit des questions de logement, que ce soit des questions d'emploi. En fait, ces questions étaient communes. Et en 1993, donc, l'association a décidé d'élargir son action à un ensemble de publics, personnes ou familles, sans abri ou menacées de l'être, personnes ou familles en difficulté matérielle, économique, sociale, personnes poursuivies ou sanctionnées pénalement, donc sortant de prison, mais aussi des personnes qui peuvent être en attente de jugement, des familles ou des personnes confrontées à des difficultés relatives à des conflits familiaux par rapport à l'exercice du droit de visite, par rapport à des séparations. Donc l'association s'est ouverte sur une approche beaucoup plus large des publics accueillis et au fur et à mesure à développer ses activités, ses modes d'action en direction de ces publics. Et aujourd'hui, elle comporte effectivement un peu plus de 66 salariés. Elle continue de fonctionner avec des bénévoles sur le terrain. Et sa capacité d'accueil, évidemment, a beaucoup augmenté puisque à son origine, elle avait simplement un appartement pour accueillir des sortants de détention. Le rapport d'activité 2019 qu'on a pu établir montrait que à peu près chaque jour, en moyenne, l'association hébergeait ou logeait 300 personnes sur le territoire départemental. Alors là, on a un petit peu pris de l'avance sur les questions que je voulais vous poser, mais votre métier de travailleur social, il vous est venu comment est-ce que vous avez eu une vocation précoce pour ça, ou bien
vous avez eu des circonstances dans votre vie qui vous ont attiré vers cette activité. Il y a peut-être un mélange à la fois de dimension fortuite et à la fois dans cette dimension fortuite peut-être la révélation de quelque chose de plus profond chez moi qui m'a amené à m'engager dans cette profession. Concrètement, moi j'ai fait des études un peu hésitantes. J'ai fait un bac de gestion que je n'avais pas vraiment choisi. J'ai fait une année de droit, une année de sociologie. Et au terme de ces années, je me cherchais un petit peu et j'avais envisagé de m'orienter sur l'animation. Et donc je cherchais un stage un jour un stage dit de jeune volontaire à l'époque. Voilà, par hasard, je suis rentré dans une association donc, qui était à l'ASD. Et j'ai rencontré les 2 premiers salariés de cette association et qui m'ont accueilli d'une façon très, très cordiale et très ouverte en disant si tu veux faire un stage, tu viens la semaine prochaine et puis tu commences ton stage. Et donc c'est un peu cette rencontre inattendue et simple à la fois qui a fait que finalement j'ai commencé par faire un stage. J'ai pu trouver de l'intérêt donc dans l'accompagnement donc des personnes à l'époque sortant de prison. Et puis j'ai décidé donc de me former, de faire une formation en travail social pour être diplômé. Et de fil en aiguille, donc j'ai poursuivi ma carrière. Mais au départ, donc il y avait cette rencontre fortuite qui a révélé au fil des années des convictions aussi. C'est-à-dire que je suis attaché à ce métier parce que j'ai besoin de lutter contre le déterminisme, contre le fatalisme qui vient parfois boucher l'horizon des personnes. Et voilà, j'ai besoin de me sentir. Mon utilité à moi, c'est peut-être je pense, sur un plan personnel, justement de permettre d'aider, alors maintenant une association, des professionnels, mais aussi toujours des personnes qu'on accueille, à laisser les portes ouvertes vers l'horizon en disant voilà, rien n'est jamais irrémédiable. Et même dans les plus grandes difficultés, il y a de l'espérance. Il y a une porte qui peut s'ouvrir. Alors, on a bien compris que vous ne pouviez pas faire ce métier sans une bonne dose d'idéalisme. Et même avec les études que vous avez faites, c'était quand même des études qui vous amenaient plus vers l'humain que vers la technique. Donc tout ça, les travailleurs de prison que vous avez trouvés, dont vous êtes occupés au départ, et puis ensuite la diversification des activités de l'ASD, c'est quelque chose qui déjà correspondait à peut-être quelque chose de latent, mais dans laquelle vous vous êtes trouvé bien. Vous avez commencé à nous parler des activités de l'ASD. Elles se sont diversifiées et elles sont assez fortement orientées vers l'hébergement des personnes en difficulté. Pas seulement, mais particulièrement. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce que ça correspond à une particularité du département, qui n'est quand même pas réputé pour être un département avec des problèmes sociaux de caractère industriel? Qu'est-ce qui a fait que cette orientation, qui s'est confirmée récemment avec l'accueil des migrants, a pris cette importance? Alors, en effet, l'accueil des migrants joue joue un rôle important dans le développement des capacités d'hébergement d'associations, puisque voilà, entre ce qu'on appelle le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et les places d'hébergement pour demandeurs d'asile, on est sur une capacité déjà de 121 places, donc ce qui est pour le département une bonne capacité. Au-delà de ça, il y a aussi
des politiques sociales qui ont évolué et qui ont encouragé justement à dépasser le simple modèle de l'hébergement pour proposer ce qu'on appelle du logement de transition, du logement intermédiaire, selon les endroits où on se situe. Le terme peut varier, mais le modèle est toujours le même, c'est-à-dire que plutôt que d'accueillir sur des structures d'hébergement qui vont avoir des durées de séjour assez limitées, où les personnes vont être sous un statut d'occupant, le modèle du logement de transition ou intermédiaire permet de les mettre en situation de sous-location et d'habiter plus durablement ces logements. Donc leur laisser plus de temps pour d'abord s'approprier ce logement, pour le gérer et pour aussi développer des projets en matière d'insertion professionnelle, en matière parfois de soins, et prendre un peu plus de temps pour ensuite aller glisser vers un logement qui va être leur logement en leur nom propre et se passer ensuite des services de notre association. Donc c'est plus l'incitation des politiques publiques à utiliser d'autres modes d'accueil qui est venu, qui est le deuxième facteur avec celui de l'arrivée des personnes ou des familles exilées, qui est le deuxième facteur d'accroissement des solutions de logement aux côtés des solutions d'hébergement que propose notre association aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs quelques chiffres pour préciser un petit peu l'ampleur de votre travail? Je crois que j'ai vu que vous gériez presque 150 logements. En quoi, justement, cette arrivée des migrants, de ce qu'on appelle d'un terme un peu global les migrants, mais ils peuvent recouvrir les demandeurs d'asile, des migrants économiques, en quoi est-ce que ça a modifié profondément votre activité? Et ça a commencé à quel moment, avec le recul important que vous avez? Alors, l'accueil de ce qu'on appelle les migrants, avec toutes les précautions qu'il faut mettre sur ce terme, en fait, pour l'association, a débuté dans les années 2000. C'est pas si récent que ça. À l'époque, dans les années 2000, il y avait un seul centre d'accueil pour demandeurs d'asile en Dordogne. Donc la question de l'accueil de ces demandeurs d'asile se posait surtout lorsque ces familles arrivaient sur le territoire en matière d'hébergement d'urgence. Donc, à cette époque-là, l'association a développé une petite capacité d'hébergement d'urgence pour accueillir ces familles. Et très rapidement, elle a vu que à l'hôtel, c'était pas très adapté, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Et donc, on a loué quelques logements pour accueillir ces familles. Et à l'époque, on était dans des politiques publiques vis-à-vis de l'encadrement de la demande d'asile, qui nous permettaient d'accueillir les personnes au moment où elles déposaient l'asile, de les accompagner pendant toute la période de l'instruction de leur demande d'asile par l'OFPRA, par la CNDA. Et même au-delà, c'est-à-dire si parfois elles étaient déboutées, on pouvait continuer les accompagner dans ces mêmes logements, dans le logement qu'elles avaient commencé à occuper, jusqu'au bout des recours possibles, dans ces cas de figure qui pouvaient aller jusqu'au tribunal administratif et jusqu'à l'épuisement des possibilités, notamment en matière de demande de carte de séjour sous compétence préfecture. Donc ce modèle-là, on l'a bâti dans les années 2000. Et en fait, les besoins étaient très localisés par les arrivées à Périgueux ou sur le territoire. Et puis, il y a eu la régionalisation de la demande d'asile. Et à partir du moment où le gouvernement a décidé de mettre en place un accueil régional, l'accueil local n'était plus possible.
Donc notre association, de fait, petit à petit, a été invitée à faire d'autres propositions en matière d'accueil de ces publics et en quelque sorte à normaliser son offre avec des places de centre d'accueil pour demandeurs d'asile, des places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qui sont à peu près, à peu près les mêmes fonctions. Et par contre qui se limite vraiment à la période de la demande d'asile, et une fois que l'OFPRA ou la CNDA a statué, favorablement ou défavorablement, les occupants de ces places doivent les quitter. Alors, entre-temps, il y a eu la crise migratoire qu'on a connue, il y a eu Calais, il y a eu le choix du gouvernement aussi de vider Calais, la création de centres d'accueil et d'orientation. Donc, notre association a fait partie de ce mouvement. Elle a géré un centre d'accueil et d'orientation à Mozac pendant quelques mois, qui faisait partie des premiers centres qui s'ouvraient en France. Et puis après, petit à petit, ces dispositifs ont été reconvertis de façon aussi plus classique en place de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, donc CADA, et place d'hébergement pour demandeurs d'asile, HUDR. Donc vous êtes passé d'un système qui était plutôt un système de filière, qui faisait que Périgueux était choisi, j'imagine, parce qu'il y avait des précédents et que le bouche à oreille fonctionnait, à un système où pratiquement vous avez été obligé d'accueillir des contingents de personnes qu'on vous demandait d'accueillir. Et il y a eu probablement aussi une grande modification dans l'origine des migrants. Vous parliez de l'Albanie tout à l'heure. On sait, et maintenant il est de notoriété publique, que les migrants viennent d'Afrique subsaharienne et puis des théâtres du Moyen-Orient où sévit les conflits que l'on connaît. Alors, je voudrais passer quand même maintenant à un point qui est quand même important. Matériellement, comment fonctionne l'ASD, d'où viennent vos ressources, et en particulier concernant l'accueil des migrants, le fait qu'on soit passé pratiquement pour vous à une activité, je ne voudrais pas abuser des termes, mais qui est quasi imposée. Est-ce que les ressources suivent? Est-ce que c'est les ressources qui proviennent de l'État? Alors, oui, presque exclusivement les ressources pour les activités conventionnées donc, de notre association proviennent de bailleurs de fonds publics. Alors, au premier rang, nous trouvons l'État qui nous accorde ces fonds publics, et en deuxième rang, on va dire, le conseil départemental. Mais en ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile, en ce qui concerne aussi l'accompagnement qu'on peut proposer à des réfugiés pour les aider dans leur parcours d'intégration sur le territoire, ce sont des fonds qui sont alloués par le ministère de l'Intégration. Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner quelques indications sur votre personnel? Comment le recrutez-vous? Est-ce qu'il y a une pénurie, au contraire un excès de demandes? Alors, sur les catégories de personnel, nous sommes dans un registre assez diversifié. Donc on a médecins, psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers ou conseillères en économie sociale et familiale, animateurs, aides médico-psychologiques, et puis des emplois donc de comptables, de secrétaires, assez classiques. J'ai connu une époque où la demande était plus forte que l'offre. Et donc c'était assez confortable pour un directeur de recruter.
Et les temps ont changé parce que je vois qu'aujourd'hui, les réponses donc aux offres d'emploi que nous diffusons alors par Pôle emploi, mais aussi sur notre site internet, trouvent moins de candidatures qu'auparavant. Et puis, sont souvent portés par des candidats qui sont plus sélectifs par rapport à l'offre qui est proposée. Donc, il y a un rapport à l'emploi qui a sans doute changé. Donc, on a aujourd'hui, on rencontre des candidats qui sont plus dans la demande de mobilité. Mais la conviction de l'importance de leur travail social et sa part d'idéal, est-ce qu'elle reste intacte? Oui, bien sûr, on trouve des professionnels aujourd'hui qui candidatent et qui ont des motivations profondes, oui. Vous avez un emploi très féminisé ou c'est à peu près équilibré? Alors non, on est comme beaucoup d'associations de notre secteur, on a une large proportion sur 10 candidatures, il y a entre 7 et 8 candidatures féminines. Donc c'est statistiquement plus difficile de recruter des hommes. Nous traversons des moments difficiles, en tout cas qui paraissent difficiles à la majorité des gens, à la fois du fait de la crise sociale, du fait d'une situation économique qui n'est pas mirobolante et qui risque de s'aggraver précisément en raison de cette crise sanitaire. Est-ce que ça, dans votre activité, vous le ressentez cette situation? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous considérez que c'est une crise passagère ou est-ce que vous pensez que là on est en train d'arriver vers le gros temps vraiment? Aujourd'hui, je dirais que bon, il y a beaucoup d'incommodités dans évidemment les gestes barrières, le port du masque. Mais ce qui me paraît le plus difficile, c'est de ne pas savoir justement combien de temps cela va durer. On fait ce qu'il faut du point de vue de la prévention, mais l'incertitude qui règne sur la durée de ce virus, comment il va évoluer, est-ce qu'on va devoir vivre... Je pense que c'est ça le plus difficile à vivre. Mais je n'ai pas senti une remise en cause ou une altération du sens ou de l'utilité de notre travail. Donc... Vous voulez dire que le personnel tient le coup? Le personnel tient le coup, oui, mais tout le monde tient le coup, le personnel, les administrateurs, les partenaires. Ces dernières années, et nous en finirons là avec l'ASD, les associations n'ont pas été vraiment à la fête. Est-ce que vous attendez à une baisse de vos ressources? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Quelle est votre position là-dessus? Alors l'association a connu, oui, des revers sur différentes activités qu'elle a portées. La tendance quand même, sur du long terme, c'est que les moyens des associations, comme celle de l'ASD, je ne dis pas de toutes les associations, mais celles qui relèvent du secteur de l'action sociale, médico-sociale, ont été plutôt à la hausse. Donc on a pu développer de nouvelles activités, on a pu recruter de nouveaux salariés, développer de nouveaux modes d'accueil. Notre association actuellement, là, avec un groupement associatif qui s'appelle l'Alt 24, est en train d'ouvrir un nouveau centre d'hébergement d'urgence qui vient d'être construit. Donc il y a toujours des ressources aujourd'hui dans les politiques sociales pour prendre en charge les personnes démunies en difficulté d'insertion. Je n'ai pas une vision suffisamment prospective pour dire ça sera le cas
des futurs gouvernements. Mais en tous les cas, avec les gouvernements, on va dire les 3 derniers gouvernements qu'on a pu connaître, moi je n'ai pas remarqué, par rapport aux interventions qui étaient portées par notre association, de réduction des financements au point que les activités soient mises en péril. Mais ça pourrait arriver. Il ne faut pas l'exclure. Et quand même, cet argent qui vous permet de fonctionner, il n'arrive pas tout seul. Je pense que vous êtes obligé, dans une assez grande mesure, d'aller le chercher, où il se trouve. Donc, ma dernière question va porter sur votre vie, le reste de votre vie. Est-ce qu'il y a une vie après la vie de directeur de l'ASD ? Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous avez le temps de les assouvir? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites des arts d'agrément? Est-ce que vous avez des violons d'Ingres? N'ayez pas peur, c'est toujours comme ça que l'on termine ces entretiens. Oui, oui. Alors il y a une vie, avant ASD, il y a une vie pendant ASD, puis il y a une vie après ASD. J'ai une passion, j'ai 2 passions en fait. J'ai une passion qui est plus spirituelle, qui est la musique, en particulier la musique de jazz. J'aime beaucoup cette expression musicale, et bon, j'ai été instrumentiste, puisque j'ai fait pendant pas mal d'années en formation de jazz de la contrebasse. Et bon, j'ai arrêté parce que, par contre, j'ai pas su conjuguer à la fois la passion professionnelle et l'engagement professionnel et le temps que réclame un instrument, qui est lui aussi exigeant. J'écoute beaucoup de musique, et voilà, c'est pour moi une façon de me ressourcer. Et depuis quelques années, ma passion aussi, c'est d'écouter des podcasts, figurez-vous, parce que je trouve que cet outil me permet d'accéder à des émissions de radio en particulier, que mon emploi du temps ne me permet pas d'écouter. Donc voilà un peu sur les passions, on va dire, intellectuelles. Et puis j'ai aussi une passion pour la moto. Voilà, je fais... Et une passion qui est encore vivante, ou une passion passée? Non, qui est encore vivante et vivace. Et en particulier, je pratique ce qu'on appelle la moto de vitesse, voilà, sur circuit. Parce que j'ai beaucoup d'attrait pour la vitesse. Jean-Louis, merci beaucoup d'avoir évoqué pour nous votre vie tellement riche, d'abord tellement généreuse, et puis ne se limite pas à venir en aide aux exclus. Merci beaucoup aussi de nous avoir dit que vous êtes un passionné de podcast, parce que j'espère vivement que vous irez sur le site de RLP pour écouter quelques-uns de nos podcasts. Et puis merci d'avoir accepté de nous parler, et bonne chance pour la suite de vos activités. Merci à vous. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.